Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier qui vous accueille seul ce soir à Sport Express. Et oui, mon collègue Alexandre Baudouin est en réunion d'affaires dans le magnifique coin du Québec de Saint-Zénon. Donc, salutations Alexandre, qui est quand même venu tourner une entrevue sur le NASCAR avec notre directeur général Richard Racicot, le plus grand amateur de NASCAR à Saint-Jean-sur-Richelieu, en compagnie de notre caméraman Claude. Mais oui, on vous en parle à toutes les semaines. On est en plein Speedway présentement et dimanche prochain sera la course tant attendue, le Daytona 500 qui aura lieu sur la magnifique piste de Daytona. Donc, belle émission cette semaine. Richard vient nous parler de Daytona, du Daytona 500, de NASCAR. Et on reçoit, en premier lieu, Alexandre Branco, joueur de football du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, qui va entamer déjà sa 5e et dernière saison dans le circuit universitaire québécois dès la saison prochaine. Donc, Alexandre, à toi la parole. Notre premier invité à Sport Express vient tout juste de terminer sa 4e saison avec le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke comme demi-défensif. Alexandre Branco est avec nous. Salut Alex. Salut, ça va bien? Ça va bien? Bienvenue à Sport Express. Merci. Écoute Alex, tu viens de terminer ta 4e saison avec le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, 2e année comme capitaine. Comment ça a été cette année à Sherbrooke? Oui, bien en fait, c'est ça, j'entends ma 2e année comme capitaine. Donc la dernière saison, j'étais capitaine. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas eu la saison qu'on souhaitait, je te dirais. On a fini 4e, donc c'était pas l'objectif de saison qu'on avait. Mais je crois que l'objectif aussi, c'était d'aller en série éliminatoire, puis on l'a fait. On a été jouer à Québec contre eux. Puis on a réussi à jouer une demi avec eux. C'était 4-4 à la mi-temps. C'est sûr que le résultat final, c'était pas le résultat qu'on souhaitait. Je me rappelle, je l'avais regardé à la télévision, ce match-là, puis j'étais là, hey, ils vont chauffer le Rouge et Or. Parle-nous un petit peu de la puissance du Rouge et Or de l'Université Laval, aller jouer sur leur terrain à Québec devant un stade plein, devant une foule partisane. Comment ça se passe pour un joueur adverse? C'est sûr que jouer à Québec, c'est quelque chose. C'est un des plus gros stades, je crois, universitaires qu'on a. Puis c'est tout le temps plein. Lorsqu'on va jouer là-bas, il y a une grosse ambiance, ça crie. Puis moi, en tant que joueur adverse, je trouve ça vraiment excitant. Je trouve que c'est un petit plus d'aller jouer là-bas, c'est plaisant. C'est sûr que c'est un petit peu à leur avantage là, d'avoir un stade comme ça, puis d'être aussi confiant, je crois, à la maison. Donc, Écoute, c'est bien beau parler du Rouge et Or, mais le Vert et Or, vous avez quand même des belles installations aussi pour le football. À quoi ressemblent les foules? Est-ce que vous avez des bonnes foules qui vont voir les matchs à Sherbrooke? On a vraiment une foule partisane à Sherbrooke. Je dirais qu'il y a vraiment beaucoup d'étudiants. Lorsqu'il fait beau, lorsqu'on joue contre l'Université de Montréal, l'Université de Québec, il y a vraiment beaucoup de monde. On peut atteindre 9 000, 10 000 personnes. Donc, non, c'est vraiment le fun, là. Parce que pour vous autres aussi, écoute, de jouer devant 9 000 personnes à la maison, il doit y avoir du bruit dans la place. Oui, c'est vrai. C'est sûr que nous, on a comme une track autour de la piste là, pour l'athlétisme. Donc, les estrades sont un petit peu plus loin, mais c'est vraiment le fun, là, jouer à Sherbrooke. Nous, on est sur un terrain naturel, donc c'est différent un peu que les autres endroits. Là. Parlons un petit peu de ta saison, Alexandre, au niveau personnel, toi, en tant que demi-défensif avec le Vert et Or. Est-ce que tu es satisfait de ta dernière saison que tu viens de jouer? Bien, c'est sûr qu'au niveau de l'équipe, on n'est pas satisfait. On veut tout le temps atteindre un autre niveau. Personnellement, cette année, j'ai eu un changement de position. Okay. J'ai été joué, comme on peut dire, secondaire extérieur. Okay. Donc, j'ai eu cette adaptation-là à faire. Puis, non, ça a bien été, je crois. Mais l'année prochaine, je devrais retourner aux sources, retourner demi-défensif. Donc, fait que là, tu es en train de me dire que tu vas être de retour l'an prochain pour une 5e saison. Est-ce que c'est le maximum pour jouer dans la Ligue universitaire? Oui, c'est vraiment le maximum, 5 ans. Donc, j'aurais fait toutes mes saisons, pas de regrets. Puis, Est-ce que tu as réussi au moins à terminer tes études, à obtenir un baccalauréat lors de tes 4 dernières années? Oui, bien en fait, là, je viens juste de terminer en décembre là, mon baccalauréat en administration des affaires, profil finance. OK. Donc, c'est terminé, merci. Donc, au moins, ça, c'est fait. Puis là, je suis à la recherche d'emploi dans la région de Sherbrooke. Donc, avis aux employeurs qui nous regardent dans la région de Sherbrooke. Parle-nous un petit peu, Alexandre, de combiner études et football. Ça ne doit pas être toujours évident. J'imagine que vous avez plusieurs pratiques par semaine, plus les matchs. Comment on réussit là, à pouvoir bien réussir ses études malgré un horaire chargé au niveau des sports? C'est sûr qu'il faut être très bien organisé. Donc, on a des entraînements à chaque soir, plus d'entraînements en salle de musculation à faire. Donc, il faut s'organiser dans notre horaire là, pour essayer de combiner études, les moments qu'on étudie, les moments qu'on s'entraîne. Puis,
faut se coucher tôt pour être en forme le lendemain. Donc, pas beaucoup de sorties? Non, c'est ça, on essaie de limiter ça un peu là, durant la saison surtout. Là, donc, Là, il y a les camps régionaux de la CFL, de la Ligue canadienne de football, qui s'en viennent. Ouais. Explique-nous un peu, qu'est-ce que c'est ces camps-là que tu vas participer d'ailleurs? Oui, c'est ça, c'est le 19 mars, donc pas moins d'un mois environ. Là, donc, ce que ça consiste, dans le fond, c'est que c'est toute une série de tests. Il va y avoir le 40 verges, le T-test, le bench press, donc tous des tests comme ça qu'on est évalués. Par la suite, si, dans le fond, on est sélectionné, on peut être invité au e-camp qu'on appelle, je crois qu'il y a une semaine par après. Là, donc, Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a différents joueurs de toutes les équipes qui sont choisis ou c'est vraiment selon tes performances personnelles? En fait, je crois que c'est par rapport aux performances personnelles, désolé. Puis, dans le fond, il faut être invité. Dans le fond, on a reçu un courriel, on est invité. Donc, on ne sait pas vraiment qui d'autre qui est invité. Donc, je sais que j'ai été invité. Puis, pour le reste... Déjà que tu as été invité, c'est bon signe. Ouais. Good. Parlons un petit peu, Alexandre, de ton parcours de footballeur. Tu es un gars de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que tu as eu la chance de jouer ton football là, avec les Obélix, les Oursons, les clubs comme ça et continuer à monter les échelons? Oui, c'est ça. J'ai commencé à m'entraîner avec la polyvalente Marcel Landry. J'ai joué pour les Oursons. Donc, j'ai commencé secondaire 2, 3, 4, 5 là-bas. Puis, par la suite, j'ai été rejoindre les Géants de Saint-Jean ici. Je suis arrivé en la même année qu'Alexandre Vendette, là, le coordonnateur défensif là-bas. Puis, donc, j'ai fait mes 3 années là-bas. En 2009, j'ai été sélectionné pour faire Team Canada. OK. Ouais, c'était en Ohio cette année-là. Donc, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, une vraiment très belle expérience qu'on a vécue. C'est sur 2 semaines, on s'entraîne là-bas, tout en équipe. C'était en Ohio, là, comme que je viens de dire. Ça, est-ce que c'est les meilleurs joueurs au niveau collégial au Canada qui sont sélectionnés pour aller en fait, ça, c'était en bas de 20 ans. OK. Donc, il y a des sélections qui se font. Moi, j'avais participé aux sélections à Sherbrooke, qui est un peu comme le regional là, qui arrive. OK. Puis par la suite, il y a une autre phase de sélection, puis un autre. Puis par la suite, dans le fond, la 3e phase était à l'Université Weston en Ontario. OK. Donc, ça, c'est la dernière phase. Puis après ça, on s'en allait là. Puis comment ça s'est passé là-bas en Ohio? Ça s'est bien passé. On a malheureusement perdu là, contre les États-Unis à la finale. Donc, on a terminé 2e. Donc, non, mais c'était vraiment très le fun là, comme événement, puis expérience de vie, puis de joueur aussi. Là, donc, côtoyer les meilleurs, dans le fond, de ta profession, moins de 20 ans, c'est ça? Oui. Puis maintenant, encore, là, j'étais avec... il y a plusieurs joueurs avec qui j'ai joué, qu'on se croise encore là, au niveau universitaire. Là, donc ça, c'est très le fun. Parlons un petit peu, nous, quand on parle du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, le premier nom qui nous vient en tête, c'est Simon Charbonneau-Campeau, qui est venu ici régulièrement à l'émission Sport Express. Un chic type, soit dit en passant. Est-ce que tu as eu la chance de jouer avec Simon, qui vient tout juste d'être échangé justement aux Stampeders de Calgary dans la Ligue canadienne? Oui, effectivement. J'ai pu jouer avec Simon en 2010 puis en 2011. Simon, c'est tout un athlète, on peut se le dire. Puis non, ça a été vraiment plaisant pour moi de jouer contre lui. Parce qu'en pratique, là, je jouais contre lui, donc ça arrivait souvent qu'on jouait contre, donc c'était plaisant pour ça. Puis j'y souhaite, dans le fond, justement, là, tout le succès qu'il peut avoir là, dans la CFL. Oui. Tu parlais tantôt, Alex, que tu vas entamer ta 2e saison comme capitaine du Vert et Or. Rapidement, en quoi ça consiste le rôle d'un capitaine au football? Mais je crois que le rôle principal, c'est d'essayer d'amener les jeunes, tout le monde dans le même bateau. On a des objectifs qu'on a établis, puis c'est d'amener tout le monde vers ces objectifs-là. Puis c'est surtout ça, là, je crois, d'essayer d'amener dans le fond, monde c'est jouer le rôle de leader, puis un peu comme on voit au hockey, les capitaines. Est-ce que ça rapporte aussi, lorsque les officiels, il y a des décisions, c'est les capitaines qui vont recevoir l'information en premier, comme au hockey? Oui, c'est ça. En fait, c'est nous qui doit aller parler aux officiels, mais c'est surtout les coachs, dans le fond, qui prennent la décision, puis ils nous font le transmettre, puis nous, on indique la décision prise. Là, donc, En terminant, tu vas amorcer ta 5e saison au niveau universitaire. Quelles sont tes prédictions concernant le Vert et Or? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements, premièrement, dans l'équipe? Puis à quoi doit-on s'attendre lors de la prochaine saison? C'est sûr que je crois qu'on va avoir une grosse défensive. On n'a pas beaucoup de finissants, dans le fond, qui sont partis. Puis, au niveau de la tertiaire, ce qui est les demi défensifs, on est vraiment très âgés. Là. Je pense que moi, qui est 5e année, il y a Rémi-Julien Fong, qui est 5e année. Donc, plusieurs défensifs, là, soit le 3e, 4e ou 5e année. Donc, ce côté-là, on va être... ça devrait bien aller. Sinon, nos attentes au terme de la saison, c'est sûr qu'on a des attentes plus élevées que la saison dernière.
Principalement, moi, j'aimerais battre Laval à ma prochaine saison. C'est ma dernière saison, donc... Les as-tu déjà battus, le Rouge-et-Or? Non, c'est ça, l'Université de Sherbrooke n'a jamais réussi à battre le Vert-et-Or, mais... Le Rouge-et-Or? Le Rouge-et-Or, oui, désolé. Donc, c'est sûr que c'est un objectif, là, donc... Bien, écoute, on te le souhaite. Donc, dernière saison au niveau universitaire, on va souhaiter que ça aille bien aussi le 19 mars au Combine de la Ligue canadienne de football. Merci. Puis peut-être un jour, on va avoir la chance d'aller t'encourager dans la Ligue canadienne de football également. Mais avant ça, on va aller t'encourager à Sherbrooke l'an prochain pour une autre saison du Vert-et-Or. Alexandre Branco, merci d'être passé à Sport Express. Merci. Merci. Merci Alexandre de s'être déplacé de Sherbrooke pour venir dans les studios de Sport Express. On lui souhaite la meilleure des chances pour les combines de la Ligue canadienne de football. Restez bien assis dans quelques instants. Richard Racicot vient nous parler du Daytona 500 et bien sûr de NASCAR. Nous sommes de retour à Sport Express et vous le savez, à chaque fin d'émission, on fait toujours une aparté avec le NASCAR. On se moque souvent de nos collègues ici à la télévision du Haut-Richelieu, comme quoi c'est un sport passionnant, mais quoi qu'il en soit, le NASCAR revient cette fin de semaine et on va en parler avec notre Richard Racicot national. Salut Richard. Salut, comment ça va? Ça va très, très bien. Yes. Tu dois être... Écoute, toi, c'est Richard au Pays des Merveilles quand le NASCAR recommence. Le Super Bowl. On commence avec le Super Bowl, c'est le fun. Oui, c'est souvent ce qu'on dit parce que... Daytona 500, Écoute, on va se le dire, nous, on vous taquine pas mal, mais lorsqu'on prend le temps d'écouter une course comme il faut, du début à la fin, c'est un sport qui est très enlevant. Il faut le dire. Là. C'est enlevant, puis c'est physique. Les gars, là, tu sais, on peut dire qu'ils tournent en rond, mais tu sais, 200 000 à l'heure, ça commence avec quelque chose. Là, Ah, les forces G, mais je me souviens, quand on avait Jacques Villeneuve qui était quand même dans les hautes sphères de la Formule 1, on voyait souvent des reportages, puis souvent des exercices avec le casque, le cardio. On regarde les gars de Formule 1, même les gars de NASCAR, moi je les suis pas mal toutes sur Twitter. Puis ces gars-là, c'est le vélo, c'est la course à pied. Bien, justement, tu en parles dimanche matin, avant les qualifications, c'était dimanche après-midi à 1h que ça commençait. OK. Jimmy Johnson a même fait un marathon de couru pendant 1h30. Oui, non, mais... C'est fou, hein? Avant d'embarquer dans le char, là, Oui. ces gars-là sont en shape en tabarouette. Il y a un numéro qui revient à l'avant-scène, on va y en reparler tantôt, mais Oui. tu vas voir où je veux m'en venir avec ça, des Dale Earnhardt père, qui Oui. malheureusement a perdu la vie sur cette piste-là en 2001, si je ne me Oui, trompe exactement, 18 février. pas. Des Dale Earnhardt, ça n'existe plus, là, dans le sens que tu te présentes là, tu mets ta ceinture puis tu roules comme si tu étais dans un Chevrolet à 72, ça ne marche plus comme non, ça. ça là. ne marche plus comme ça. C'est hyper sécuritaire, le hands device, puis tout le kit. Je veux dire, les gars ils ont même déplacé le chauffeur à l'intérieur de la voiture vers le milieu un peu plus pour les protéger. Les ceintures, c'est fou. Tout a été planifié pour qu'il y ait le moins de risques possible. Ouais. Ils ont mis des clôtures aussi, des safer barriers, Ouais. là, pour justement atténuer le coût, parce que quand tu rentres dans la clôture à 200 000 à l'heure, il n'y a pas à sortir de là. Non, c'est ça. craque. Parce qu'on voit les images présentement de l'accident de Dale Earnhardt père, puis moi, je me souviens, je pense que ça a été la première victoire en NASCAR de quelqu'un de connu, je me souviens plus, c'était Oui, c'est Michael Waltrip qui a gagné. Eux autres faisaient partie de l'écurie de Dale Earnhardt. Ils C'est venaient de ça. la partie. Il y avait Michael Waltrip, Dale Earnhardt Jr., puis lui, il était troisième, puis il a fait du blocking, qu'on appelle. Exactement, parce que je me souviens d'avoir entendu le père Waltrip qui lui faisait la description. Oui. Et il était tellement content, puis à un moment donné, il a dit « Anyways, on va rire tantôt, on va en reparler avec le père, parce que personne ne s'attendait à ce que ce soit un Là, il accident dit, I hope mortel. Dale is all right. Tu sais, parce C'est que ça, ben oui, mais- On ne le sait pas à ce moment-là. Là. On le sait pas, sauf qu'encore là, si tu parlais du hands device, l'espèce de truc qu'on voit à l'intérieur maintenant, quand on monte les pilotes à l'intérieur de la voiture, on le voit très, très bien. Très, très bien, S'il y avait ça, ce gars-là serait probablement Ben, il y avait commentateur aujourd'hui. Il serait encore avec Ouais. nous. Là. Mais il n'y avait pas de full face non plus. C'est Et vrai. Comme tu disais, Dale Earnhardt s'était assis dans le char. Il avait toujours le bras qui tenait le côté de la fenêtre, puis il chauffait ça de même comme s'il était assis dans un lazy boy. Tu sais. Ouais. Presque pas attaché. Puis comme je te disais précédemment, Simpson, le gars des ceintures, il disait voyons, non, ça se peut pas te promener pas attaché de même, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais. C'est sûr que ça courait à sa perte.
Oui, exactement. Une lourde perte en 2001. Et la piste NASCAR de Daytona, c'est une piste qui est mythique, un peu comme les 500 000 d'Indianapolis en IndyCar ou encore Monaco en Formule 1. Je veux que tu m'en parles parce que tu es allé faire, dans le temps des fêtes, tu es allé à Walt Disney avec la petite famille, mais tu as fait un détour par Daytona. Parle-moi un peu de cette expérience-là parce que c'est quelque chose. Hein? Écoute, la première des choses, on y était en famille, tu sais, avec mes 2 enfants. Et puis, quand on s'est réveillé le matin, parce que j'ai loué un motel juste en avant de la piste. Là, j'avais déjà été couché là, moi, à l'époque, quand j'allais aux courses souvent. Puis, on s'est réveillé le matin, puis là, j'entendais comme les jet dryers en train de sécher la piste, tu sais. Là, j'ai dit, c'est certain que ça va tourner. Là, j'essayais de voir par tous les moyens comment je pouvais rentrer sur cette fameuse piste-là, tu sais, qui est assez haute à la clôture. Exactement, oui. On se fait arrêter, on s'arrangera après. C'est pas grave, hein, c'est ça. Fait que là, on prend l'auto, puis on roule sur la 92 qui est en avant, ce qui était rendu un immense boulevard. Oh, oui. Et là, on arrive où il y a l'entrée des tunnels, puis je m'en vais voir le monsieur, ils ont peut-tu rentrer, tu sais? Il dit, ben oui, tu peux rentrer, mais pas ici. Tu peux pas aller sur la piste, mais tu peux, regarder, c'est la journée porte ouverte. Je dis, ben voyons donc. Fait que là, on s'est stationné, on est rentré dans le musée. Il y a un beau grand musée qu'ils ont installé en avant. C'est fabuleux, c'est gros, sec. On est rentré à l'intérieur, puis là, on passe au travers de ce musée-là, puis on sort. Puis là, on arrive dans la courbe numéro 4. Puis là, je pense qu'André va passer la vidéo. Là, mes enfants, là, ils voient ça, puis ils partent en courant, parce qu'on entend les deux. Oui. Fait que là, ils s'en vont en courant sur le bord de la piste. Il y a une coupe de chars qui passe pas trop vite. Là, il y en a un qui passe en bas. Ça fesse comme un coup de tonnerre. Oh! La fille, aïe, aïe! C'est le réflexe qu'elle a eu, puis après ça, on a fait plusieurs shots. On a monté des gradins, on a regardé ça. Écoute, c'est tellement gros. 2000 et demi de piste, là, ça représente tout un coin de rue, ça, mon vieux. Ah, définitivement. C'est gros, là. Puis ça, c'est ceinturé par l'aéroport. Puis un immense club de golf génial, là. Des gars qui me trippent golf comme toi. Puis, on aimerait ça. François, oui, vous aimeriez ça en tabac. Mais dis-moi donc, parce que moi, je descends souvent en Floride en voiture. Est-ce que c'est loin de la 95? Tantôt, tu parlais de la 92, mais c'est à côté. Parce que... La 95 puis la 92, c'est comme le boulevard, OK. si tu veux. C'est Daytona International Boulevard. Donc, quelqu'un qui descend en Floride et qui est sur la 95, parce que quand on arrive à Daytona, c'est marqué en gros, en roche. C'est marqué en gros sur la 95. Fait que je pourrais sortir puis aller essayer de prendre une chance. Si tu sors pas, là, tu vas la voir. OK. Tu passes à côté de la piste. C'est tellement gros, tu ne peux pas la manquer. Puis ils ont tout refait les entrées, écoute, parce qu'il y a tellement de monde qui va là à cette piste-là. Comme on disait tantôt en introduction, c'est le Super Bowl des courses. Ils commencent par ça, eux autres. Il y a 160 000 personnes. À l'époque, quand j'y allais, le boulevard en avant, c'était 4 voies. 2 voies sur un bord, 2 voies sur l'autre. Là, c'est rendu urbanisé, mon vieux. C'est 4 puis 5 voies chaque côté. Et quand la course finit, ils rouvrent ces 10 voies, dans le fond. Puis ils shippent tout le monde sur la 95. Wow! Oui, ça sort de là. Il faut que ça sorte. Les gens qui partent en ce moment, qui s'en vont samedi en Floride, dites-vous une chose, peut-être pas le bon temps de passer dimanche vers 18h, c'est à 95 à la hauteur de Daytona. Ça va être... Allez souper au restaurant, ça risque d'être mieux pour vous. On va parler de cette course-là, mais je veux que tu me parles également, tantôt on parlait de Dale Earnhardt père. Oui. Son numéro, il était mythique, hein, c'était le numéro 3. C'est un peu comme Wayne Gretzky avec son 99. Personne n'a osé toucher au numéro 3 depuis 2001. Mais là, il revient cette année avec une recrue. Puis j'aimerais ça... Dillon. Exactement. J'aimerais ça que tu m'en... Puis si les gens disent Austin Dillon, il me semble que ça me dit quelque chose, tu vas nous l'expliquer pourquoi, parce que ça a été quand même une bonne fin de semaine pour lui. Mais est-ce que les numéros, c'est un peu... tu sais, au hockey, tu peux prendre n'importe quel numéro. Dans le NASCAR, tu ne peux pas arriver et dire, mettons, Dale Earnhardt Junior, dire, moi, je veux le numéro 3. C'est pas comme ça que ça, fonctionne. Hein? Non, c'est la disponibilité des numéros. Et ça appartient aux propriétaires. Oui, c'est ça, les owners qu'on appelle, là, les propriétaires. Lui, comme on va prendre le cas du numéro 3, là, qui appartenait à Richard Childress, parce que Dale Earnhardt conduit pendant plusieurs années pour, en fait, jusqu'à toute dernière seconde. Oui, c'est ça, oui. Et puis là, le numéro 3, ils l'ont retiré. Ça fait déjà 13 ans, là, ça va vite en tabarouette. Là. Ils ont retiré le numéro 3, et là, Austin Dillon qui se pointe, bien, c'est son grand-père. C'est ça, OK. Voilà. Richard Childress, c'est le grand-père de Austin Dillon. Et Austin a fait ses classes en ARCA, en pick-up, en il n'a pas été parachuté, là. Il a monté les échelons. Là. Oui, il a un monté peu comme la famille échelons. Funky T. Il fallait que tu gagnes avant d'arriver là. C'est ça. Là, tu vois, cette année, il commence comme rookie. Il va avoir des belles stripes jaunes sur son bumper en arrière. Et hier, parce qu'on enregistre lundi, hier, c'était les qualifs pour le Daytona 500. Puis Junior Earnhardt a été premier pendant un sacré bout de temps. Un bon bout de temps, oui. Puis là, à un moment donné, bien, là, Austin Dillon qui s'en va prendre la pole, puis il la conserve. Ça donne tout un nouveau look au Daytona, à l'équipe, à Richard Childress, à toute
tout l'engouement que le monde a Oui. envers Dale Earnhardt. On s'entend-tu que avant de déplacer ça, cette icône-là, tu sais, c'est comme déplacer des montagnes. Oui, définitivement. Est-ce que la voiture est aux mêmes couleurs, noir et blanc? Oui, noir Avec et blanc. rouge un peu, ouais. Un petit peu de rouge, mais c'est surtout le back in black, tu sais. Ouais. Il revient, le numéro 3 noir. C'est Le sûr même que numéro, hein, ils n'ont pas changé, c'est Non. la même forme du numéro 3. J'ai vu un reportage justement là-dessus de monsieur qui a écrit ce numéro-là, puis qui l'a fait. Il dit à cette heure, il dit, je suis famous. Oui, tu sais. définitivement. Lui, il garde, s'est mis à la map avec un numéro. C'est capoté, hein? Est-ce que Junior, Dale Earnhardt, le fils, Pardon. est d'accord avec ça? Parce que Oui. même s'il n'avait pas voulu être d'accord, c'était le choix de Richard Childress, mais il aurait pu dire, mais moi, je suis plus ou moins confortable. Est-ce qu'il a bien réagi à ça? Oui, il a bien réagi. D'ailleurs, Junior a conduit le numéro 3, c'est l'été passé ou l'été d'avant, à Daytona, mais la course de juillet, OK. dans le Nationwide. Le numéro 3 aux couleurs Wrangler, OK. comme son père à Ouais. l'époque. Fait que l'auto était jaune et bleu, avec le gros numéro 3 dans la porte, il a chauffé, et il a gagné le Nationwide à ce moment-là. Puis Ça il aussi, avait ça a dit- dû être un moment assez Oui. marquant. Et il a dit que c'était la dernière fois qu'il conduisait le numéro 3. OK. Pour lui, pour sa paix intérieure, puis pour toutes ces raisons-là. Le numéro 3, c'est pas lui. Lui, c'était le numéro 8 qui était associé Ou qu'il y a eu un avec, 88 à un moment donné. il aussi. est rendu au 88 maintenant. Ça, c'était une histoire de famille, de chicane de famille. Ouais, il y a eu la chicane avec la veuve de, Ouais. il me semble, Ouais. parce qu'il était pas... À la fin, Dale Earnhardt père n'était pas marié avec la mère de Dale Non, Earnhardt Jr. c'était hein, c'est séparé, exactement. Donc, Fait il y a eu elle un est petit embarquée peu, dans le décor. Il est mort. Elle a pris le contrôle de la compagnie. C'est un peu la Yoko Ono du NASCAR. Elle s'est Ouais, mêlée c'est des ça. affaires qu'il fallait peut-être pas Fait tout que le le temps. 8, il voulait partir avec son numéro 8, puis elle n'a pas voulu. Fait qu'ils ont mis 88. Bon, double digit. Exactement. C'est correct. qu'est-ce que tu veux? Là, il y en a eu deux qui sont sûrs d'être qualifiés pour Ouais, le c'est, Daytona 500. Regarde, c'est, je vais te le dire tout de suite, Austin Dillon, comme Oui. on avait dit tantôt, puis Martin Truex. Fait que ces deux premiers-là, ils partent en avant pour le Daytona 500. Mais par contre, ce qu'on a vu hier, les qualifs, c'est pour le duel. Exactement. De Donc là, il va y jeudi. avoir d'autres courses, une autre course jeudi. Jeudi, c'est deux courses de 150 000. Puis là, ils vont partir comme une vingtaine, 24 puis 25 dans chaque paquet. Ils vont en garder, à part des deux premiers, 15 dans chaque. Oui. Ils vont en prendre 6 pour les meilleurs temps des qualifications, puis 6 autres, les past champions, OK. des champions d'autres courses des autres Exact. années. Et là, ça va déterminer le classement pour dimanche du Daytona 500. Donc, c'est ça. Écoute, je vais te dire un truc, c'est long. C'est effarant avant d'arriver au Daytona 500. oui, C'est il y a incroyable. beaucoup d'étapes. C'est pour ça que ça dure une semaine. Que ça a commencé le 14 février. Les veuves de la Saint-Valentin. Oui, c'est ça. En finit- plus, c'est un dimanche. Ouais, c'est ça. Ça finit dimanche le 23 là, qui s'en vient. À quelle heure? C'est à midi. OK. Ben, il y a un pre-race, là, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie. 1 minute. Ouh, ça va vite, hein? Ça va vite, certain, mais, Tabarouette. mais c'est pas grave. On peut continuer quand même. Là, on empiétera sur le temps de François. Donc là, Budweiser Duel, ça va avoir lieu. Jeudi, Jeudi soir. Jeudi soir. La première fois, depuis qu'ils ont fait le duel, que ça se passe ce soir. OK, C'est à parfait. 7 heures. Le vendredi, il y a des pick-up. Oui. Samedi, le Nationwide. Puis le dimanche, bien, c'est le Daytona 500. Donc, c'est une Les grosse big fin de boys. semaine pour les Ouais. gens de course. Encore une fois, j'imagine surtout que la course est au même endroit. Il risque d'y avoir pas mal de gens de la Sprint Cup en Nationwide la veille. Oui, il y en a Pour se quelques-uns qui se familiariser un peu présentent. avec... Tout même à le fait. Nationwide, c'est rendu quelque chose quand même. hein. Oh, oui, oui, c'est la ça va. série B, mais ça va vite aussi. Hein? Oh, ça va vite. Écoute, je pense qu'il y a 3 4 000 à l'heure de différence. là. C'est vraiment... Là, Mais tu sais, c'est pas la même machine. Puis les gars, souvent, tu disais, les gars chauffent des Nationwide, puis après ça, ils embarquent dans les autos des Big Sprint, Boys. ouais. Puis c'est une autre technique de conduite. Fait que des fois, il aime moins conduire le Nationwide avant. Mais par contre, ça peut te donner des trucs. tu sais. Exact. On voit le vent. tu sais. Oui, La OK. draft, Ouais, là, c'est tu sais. ça. Tu vois le vent. Fait que- Mais on l'a vu sur l'image tantôt, François. Puis c'est sûr que quand la course de Nationwide était à Montréal, ça donnait peut-être pas l'idée originale d'une voiture en course parce que c'est un circuit qui est quand même très rapide en Formule 1, mais qui est très, très lent au niveau du NASCAR. Mais c'est des voitures qui sont excessivement rapides. Ça va être sur Fox en fin de semaine? Oui, exactement. Midi, ça commence pre-race. puis Après ça, d'après moi, vers 1h30, ça va se mettre à tourner. Fait que dans le fond, on vous dérange dimanche après-midi. C'est le temps de, non, de vous appeler. puis, Cellulaire fermé, hot dog, bière et aile de poulet piquante. Donc, on est parti jusqu'au mois de novembre. Yes, Bonne sir. saison. Merci beaucoup. Messieurs, je dis messieurs parce que la gang de télévision du Richelieu ici, ce sont tous des adeptes. Qui est ton Vendu. poulain cette année? C'est Dale Earnhardt Jr. Encore? 88, comme d'habitude. Celui je de le lâche Claude, pas. c'est qui? Tony Stewart. Tony Stewart. Ouais. Lui, il est overweight un peu, hein? Un petit peu. Mais Ouais. là, il s'est fait mal. Il y a eu un accident là, cet été. Ouais. Il s'est cassé un genou, 3 opérations, mon vieux. Ça fait maigrir un homme. Ça, c'est sûr. Hey, merci, Richard. Merci. Bonne saison. Plaisir. Merci.
Nous sommes de retour à Sport Express. Les gens nous écrivent pour venir à l'émission. Si vous n'avez pas l'adresse et vous êtes intéressé à venir sur le plateau ici de Sport Express, c'est simple, on nous écrit au sportexpress@tvhr9.com. Pour plus de détails sur toute la programmation de la télévision du Haut-Richelieu, c'est le www.tvhr9.com. Et nous sommes diffusés sur la Rive-Sud à Télévision Rive-Sud TVRS au www.tvrs.ca. Donc, on vous souhaite une bonne course de NASCAR dimanche prochain. Je sens qu'il y a plusieurs de nos fidèles téléspectateurs et surtout plusieurs de nos employés, cadres ici à la télévision du Haut-Richelieu qui seront devant leur téléviseur. Donc, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Alexandre sera de retour. Salut tout le monde.